dirais que c'est vraiment la découverte de la NBA, en tout cas la NBA, regarder la NBA à la télé. Euh, pour moi, tard le soir, les matchs de playoff, qui m'a vraiment, ça m'a fait rêver. Ça m'a fait rêver et je me suis très vite positionné par rapport à ça et c'était clairement mon objectif. Et au-delà de ça, d'ailleurs, mes parents m'ont demandé un jour si j'étais sérieux avec le basket et je leur ai dit oui, bien sûr. Et donc, ça a un peu tout changé et c'est là où vraiment j'ai attaqué ça comme mon projet de vie et non pas un rêve. Déjà à 11-12 ans, j'étais complètement fixé sur le fait que je voulais devenir un très grand basketteur. La première série de playoffs que j'ai vraiment regardée, en tout cas c'est là où j'ai vraiment découvert la NBA, c'était playoff 2001 avec les Sacramento Kings et donc c'était mon équipe préférée. Mon joueur préféré pour le coup à l'époque c'était Mike Bibby qui portait le numéro 10. C'était un très très gros joueur que j'ai pu rencontrer cette année d'ailleurs pour la première fois seulement. Et donc j'ai le numéro 10 depuis. Et voilà, ça se passait comme ça. C'était facile pour moi d'aimer les Kings, de un parce qu'ils étaient forts, et de deux, il y avait trois Européens dans leur équipe, qui à l'époque, c'est pas commun. Tu as Divac, Stojakovic, pardon, et Turkoglu. Et donc le fait de voir trois Européens sur le terrain qui performent, qui sont dans une des meilleures équipes de NBA, je pense qu'inconsciemment, je me suis positionné en me disant, ok, bon, s'ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Et donc c'est vrai que ça m'a un peu aidé à me lâcher par rapport à ça, quoi. Ouais, clairement, clairement. Parce que, disons qu'à notre époque, en France, il n'y avait que Tony Parker et Boris Diaw, vraiment, qui étaient en NBA et qui jouaient. Et encore à l'époque, Boris, il est arrivé en 2003, donc même pas. Donc s'il y a juste un joueur par pays, bon, tu te dis, ok, lui, c'est une anomalie, c'est un extraterrestre, tout ça. Mais le fait qu'il y ait trois Européens dans la même équipe qui jouent tous les trois avec un rôle majeur, bon, quand même, voilà, je pense que c'était inconscient, hein. Je regardais juste du basket. Je m'en fichais un peu de savoir, lui, il vient d'ici, etc. Mais c'est juste que je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, ok, c'est des Européens, ils sont dans les mêmes conditions que moi, c'est pas des Américains. Ils ont dû se déplacer, changer de pays, apprendre une culture, une langue, etc. Et donc, bah ouais, moi aussi, je peux le faire. Alors, c'est un peu ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que je me suis jamais positionné en me disant, ok, la NBA, ce sera mon objectif de fin ou mon gros objectif. C'est-à-dire que j'étais toujours d'abord concentré sur ma saison, sur ce que j'avais à faire maintenant. Et c'est vrai que la draft, ça venait un peu en second plan, parce qu'il y avait des choses plus importantes à gérer tout de suite. Et ça m'a fait bizarre de me retrouver à la fin de saison de ma deuxième année sur Poitiers, où en fait j'avais plus rien. Là, ma prochaine échéance, c'était la draft. Et c'est vrai que ça m'a mis un coup parce que je me suis dit, ah ça y est, j'y suis, ça fait des années que j'y pense, sans réellement y penser, parce que j'étais toujours occupé par ma saison, l'équipe de France, progresser, etc. Et donc c'est la première fois où je me retrouvais un peu face à mon objectif ou à mon rêve. Et ça faisait quand même plus de 10 ans que je me préparais à ça. Et donc ça m'a fait un petit coup et en fait ça s'est très bien passé. Je ne savais pas où est-ce que j'allais tomber, j'étais plus curieux sur ok, quelle sera mon équipe, comment ça va se passer, quel est le process. Parce que du coup, pour moi, ça allait être une vraie découverte, hein, de partir aux États-Unis, faire des camps d'entraînement, découvrir des franchises, s'entraîner contre des joueurs que je ne connais pas, avoir des. Voilà, je suis français, je connais rien des États-Unis. Et donc c'est vrai que c'était très très dur, parce que juste avant la draft, en fait, tu fais des essais dans chaque franchise contre d'autres joueurs qui essaient de se faire drafter. Donc tu te tires la bourre. Et pour la plupart des joueurs, bon, c'est des joueurs qui jouent à l'université, donc ils se jouent toute l'année. Moi, je connaissais personne, je parlais pas un mot d'anglais. J'avais jamais mis les pieds dans les villes où je suis allé, Denver, Milwaukee, Portland, tout ça. J'ai jamais mis les pieds. Et donc, pour moi, c'était un choc un peu, quoi. Après, ça, c'est ta personnalité. C'est-à-dire que tu peux pas arriver à un workout et faire semblant d'être un guerrier. Si t'es pas comme ça, t'es pas comme ça. Donc, de toute façon, les équipes à ce niveau-là, elles te connaissent déjà. Ça fait des années qu'elles te scoutent, qu'elles te regardent. Donc, enfin, elles savent à qui ils ont affaire, quoi, tu vois. Et donc, j'ai juste été moi-même. Comme je t'ai dit, ça s'est très bien passé. Sur d'autres workouts, ça s'est moins bien passé parce qu'il faut savoir que c'est compliqué quand même. Il y a des soirs où, par exemple, dans la ville où je me fais drafter d'ailleurs, c'était à Denver. Je suis arrivé à 1h du matin dans ma chambre d'hôtel, j'avais toujours pas mangé. Bon, en plus à l'époque, j'avais pas d'argent, donc je suis allé manger McDo. Enfin, ouais, c'est compliqué, tu vois. C'est vraiment compliqué. C'est une expérience qui m'a renforcé parce que c'était très dur. De un, physiquement et de deux, mentalement, parce que j'avais pas de portable, j'avais rien. Coupé de la famille, des amis, de ma femme pendant 2 mois, etc. etc. Et donc, c'est une très grosse expérience, mais c'est très, très enrichissant. T'étais seul, seul? Seul, j'étais seul. Ah ouais. Pendant 2 mois, j'étais seul. Ok.
et tu fais les allers-retours. Après, je suis tout le temps en contact avec mon agent, etc., qui me drive, bien entendu. Mais au final, les billets d'avion, les hôtels, les trucs, c'est moi. Hein, donc voilà. Ouais, il faut savoir que notre première année sur Denver, on était très fort. On a fini troisième de la conférence Ouest cette année-là. On était top 5 de NBA. Pour moi, c'était parfait. Au final, j'arrive dans une très bonne équipe. J'ai l'opportunité d'apprendre. J'ai un très grand coach en la personne de George Karl. J'ai des bons vétérans, André Miller, André Iguodala, etc. Et donc, pour moi, c'était bien. C'était un peu frustrant parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué au début. Et d'ailleurs, George Karl me l'a très vite dit, écoute, petit, je t'aime beaucoup, j'aimerais te trouver du temps de jeu, mais c'est vrai qu'on a une grosse équipe, je sais pas comment je vais réussir à m'organiser. Mais t'inquiète pas, reste patient, ta chance va venir, etc. Et donc, comment tu te positionnes au début? C'est simple, tu t'entraînes du mieux que tu peux, tu donnes tout. Enfin, rien ne change en fait. C'est-à-dire que tu as la même approche, c'est juste que tu es obligé d'être une éponge parce qu'il faut apprendre très vite. Le langage qu'on peut parler aux États-Unis sur un terrain de basket, c'était différent de ce que j'avais pu connaître en France. Donc il faut être une éponge, il faut vite intégrer parce que si tu ne suis pas, on te laisse derrière. Hein. Enfin, on s'en fiche que le petit nouveau de 19 ans français qui joue, qu'il apprenne ou pas, on s'en fiche. La machine, elle tourne. Et donc, il faut vite se raccrocher aux joueurs qui sont importants et qui t'aident. Et moi, par rapport à ça, j'ai eu de la chance. Mes deux vétérans, comme on dit en NBA, c'était Iguodala et André Miller. Je leur posais beaucoup de questions. J'étais assis avec eux sur le banc. Et ouais, je les prenais pas comme modèle parce qu'il faut se faire sa propre expérience et avoir sa vision des choses et pas nécessairement copier ce que font les gens. Mais de toute façon, on peut toujours apprendre de plein de personnes. Et donc, les choses que je trouvais intéressantes, je les prenais, je les retenais, et puis voilà, j'essayais de les mettre en œuvre. Alors, avec le Magic, ça fait donc 2 ans qu'on fait les playoffs, depuis que Coach Clifford a repris l'équipe. Il a changé beaucoup de choses. Je pense qu'une équipe comme la nôtre, on n'a pas une très grosse marge de manœuvre, parce qu'on n'a pas énormément d'argent à dépenser, et on n'est pas un gros marché pour attirer des grosses stars, pour pouvoir vraiment progresser. Donc, on va devoir progresser déjà en interne, on va déjà tous devoir un peu progresser, les jeunes vont devoir monter. Et je pense que c'est important de miser sur une chose qui est rare en NBA, sur la continuité. Les équipes qui ont de la continuité ont souvent beaucoup de succès. J'espère que ce sera le cas avec le Magic. Après, d'une saison à l'autre, c'est toujours des révélations. On a une bonne éthique de travail. Malheureusement, on a quelques jeunes qui se sont blessés là, durant la bulle à Orlando. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour eux, mais voilà, c'est juste ça. De toute façon, c'est même pas sûr que je reste, donc on va voir. Bah ouais, bien sûr. Après, comme je te dis, là, je suis agent libre. Donc, je peux devenir agent libre. Donc, pour la première fois de ma carrière, j'aurai le choix. Parce que c'est jamais arrivé encore. Ça fait 8 ans que je suis en NBA, j'ai pas eu une seule fois le choix de dire, ok, je veux jouer ici. Donc, ce sera à moi de prendre la bonne décision, mais bien sûr que ça m'intéresse de jouer dans une équipe qui joue les finales ou les finales de conférence, qui n'a pas envie de vivre ça. Je pense qu'on le vit tous différemment. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui me prend la tête. Je suis très tranquille. De toute façon, je déteste mettre de l'énergie dans quelque chose auquel au final j'ai aucun contrôle. Donc, moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis si ça doit arriver, ça va arriver, voilà. Mais au moins, j'ai pas envie de jouer en pensant à autre chose. Je sais que je ne serai pas performant, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Après, de temps en temps, tu prends ton téléphone, hop, on t'envoie un message, ah, t'as vu, il y a une rumeur de peut-être aller là-bas, etc. C'est vrai que quand tu es un peu plus jeune, tu penses un peu, du coup tu dis, ah, est-ce que je serais bien là-bas, ou c'est qui le coach, c'est quoi l'effectif, etc. Mais franchement, là, je suis à un stade où ça me passe au-dessus complet, je regarde même pas, quoi. Miami, c'est une équipe qui est quand même différente des autres de par leur culture. Ils ont peut-être pas eu une stabilité de joueurs depuis 4-5 ans, mais en tout cas, la structure en elle-même, c'est toujours la même. Le big boss, c'est Pat Riley, c'est lui qui prend les grosses décisions, et le coach, c'est Spoelstra, qui est en place depuis plus de 10 ans. Et donc, quand tu as une identité, quand tu as une culture, quand tu as une façon de jouer, etc., c'est plus facile pour l'équipe de prendre les joueurs qui collent un petit peu à ce qu'ils veulent faire. Nous, le Magic, malheureusement, on a eu 4 coachs différents, on a eu 2 general managers différents, on a eu un nouveau président. Donc, quand tout en haut, ça change tout le temps, et que tu prends des nouvelles décisions et que tu pars dans des directions un petit peu différentes à chaque fois, c'est là où c'est compliqué en fait, parce que
bah, tu es constamment en train de t'adapter et puis tu es à la traîne. Or, Miami, c'est une des rares équipes où il y a une vraie stabilité dans le management. Et c'est ça qui fait la différence. Première question, les Lakers, bah, c'est vrai que leur équipe, elle est un peu, elle est construite bizarrement en fait. Tu as l'impression que ils ont pris leurs deux grosses stars, donc Davis et LeBron, et qu'après ils ont essayé de mettre un peu du talent autour d'eux, mais sans nécessairement bien le faire, ou en tout cas vraiment penser au fait que les joueurs jouent bien ensemble. Ça a marché, ils ont gagné parce qu'ils ont de la marge, ils ont des très très gros joueurs. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils peuvent vraiment s'améliorer sur notamment les postes extérieurs, que ce soit à l'aile ou même les meneurs de jeu. Et ce sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire cet été quand même. Parce que bon, une équipe qui gagne le titre NBA, ils sont pas censés revenir meilleurs, tu vois. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça va être intéressant de suivre, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour eux. Puis bah, ce que je pense de LeBron, je sais pas quoi te dire, il y a tellement de choses à dire sur LeBron. Moi, ce qui me marque le plus là en ce moment, c'est sa longévité. Voilà, c'est le fait qu'il soit si fort à cet âge-là encore. C'est-à-dire que il domine par son basket, mais il domine par son physique, enfin toujours quoi. Il a 35 ans, il est tanké comme une armoire à glace, il va plus vite que tout le monde, il saute plus haut que tout le monde. Enfin, c'est juste impressionnant de le voir sur un terrain parce qu'à 35 ans, un joueur ne devrait pas se déplacer comme ça sur un terrain. Et donc ça force le respect, ça montre à quel point il est professionnel et à quel point il travaille sur son corps. Et puis ça donne espoir aussi. Tu te dis que en faisant les bonnes choses, tu peux continuer à jouer longtemps et en étant performant. Ouais, bien sûr, j'y pense, de temps en temps. C'est sûr que quand je vois un maillot argentin, j'ai envie de le brûler, tu vois. Mais c'était une belle compétition. Déjà, les Argentins, eux, ont très bien joué. Ils nous ont vraiment bien attaqué. Nous, on est sortis de notre match parce que il faut remettre les choses dans leur contexte, en fait. C'est-à-dire que on a fait une Coupe du Monde où quasiment tous les 3 jours, on faisait 1000 bornes. Et donc dernier match de poule, on joue contre l'Australie, et donc on doit faire un déplacement où on part de 7h du matin et on arrive à genre 6h du soir, et le lendemain il y a un match. Donc toute la journée, on est dans l'avion, à attendre, debout, etc. etc. Le lendemain, on joue les Américains qui, eux, n'ont eu qu'à faire 2 heures de bus. Donc on fait le match. Le match, tu peux en parler, tu peux pas en parler. On a extrêmement bien joué, mais on est extrêmement fatigué quand on sort du match. Les Argentins, eux, ils ont joué la veille. Donc ils avaient déjà gagné. Donc ils ont eu un jour de repos en plus sur nous. Quand tu as un jour ou 2 jours, c'est quand même énorme. Tu vois, ils ont eu 2 fois plus de repos que nous. Et donc, on refait le même déplacement pour aller à Pékin, où on fait un déplacement, on part à 8h et on arrive à 7h du soir. Et en fait, on ne prépare pas le match. Et donc c'est pour ça que j'ai des regrets, parce qu'en fait on fait un non-match, c'est-à-dire qu'on était limite pas assez préparé, zéro fraîcheur physique, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est un peu rageant, parce que tu voyais qu'on se battait contre une équipe qui n'était pas dans les mêmes dispositions en fait. Et c'est pour ça que ça fout un peu les boules. Moi ça me dérange pas de perdre un match contre une équipe qui est meilleure que nous, etc., etc. C'est le sport, c'est comme ça. Mais c'est vrai que dans ces conditions-là, tu te demandes, la FIBA, ils se foutent un peu de notre gueule, quoi. La FIBA, c'est l'association, voilà, qui s'occupe de ces compètes. Et ouais, ça fout les boules. Ça fout les boules parce que c'est juste pas dans les mêmes. C'est juste pas juste entre équipes, quoi. Nous, on veut faire l'or. Nous, on veut faire l'or. Voilà, nous, c'est ça. Tu m'entendras jamais dire je veux faire une médaille, 3e, tout ça. Non, genre. On sait qu'on n'est pas la meilleure équipe au monde, parce que la meilleure équipe au monde, c'est clairement les Américains. Et c'est la beauté un peu du sport avec l'équipe nationale, c'est que c'est un match. Un match, tu peux être meilleur que les Américains sur un match, et tu peux être champion olympique, champion du monde. Et voilà, nous on y va avec ce goal-là. On sait qu'on est les underdogs, je ne sais plus comment on dit ça en français. Les outsiders, merci. Mais on se positionne comme ça, voilà.